Merci Mélanie et merci pour cette invitation. Le directeur général Paul, le président Michel, c'est très bien d'être ici. Et après, c'est impressionnant. Hein? Je suis venue la première fois parce que je suis partie de la commission, le comité à mission de Danone. Et Paris-Saclay, c'est incroyable. Hein? Et si vous avez la chance, hein? C'est génial. Et j'étais bien préparée pour vous partager qu'est-ce qu'on fait à l'UNESCO sur la question de l'éthique. Ce n'est pas la première fois que nous essayons d'avoir un encadrement pour le développement de technologies sur la question éthique. J'ai entendu le précédent speakers. Et nous l'avons fait avec les génomes humains, nous l'avons fait avec la biotechnologie. Il y a beaucoup d'endroits où on applique cet encadrement éthique. Mais je pense que s'il y a une technologie qu'il faut vraiment repenser avec la question éthique, c'est l'intelligence artificielle. Et on n'était pas préparé, mais hier, on a eu beaucoup de questions de médias, de notre partenaire. Et quelle est la position de la UNESCO sur cette question de la lettre qui a été signée pour beaucoup d'académiques, Elon Musk, qui demande un poste de développement de cette large language model, je ne sais pas comment est-ce qu'on le traduit en français. Et ils ont dit il faut s'arrêter, non? Parce que nous savons qu'on a lancé le ChatGPT 3, un mois après ChatGPT 4, et après, c'est vrai, qu'est-ce que ça va nous donner? Et c'est intéressant parce que la liste des signataires, ce sont des gens de l'entreprise, des gens de l'académie, des politiciens, policymakers. Et ce que nous ont dit aujourd'hui, c'est Madame Azoulay qui a lancé son message. Et on dit simplement, il faut mise en œuvre la recommandation de l'éthique. Ce n'est pas seulement un poste. Ce que la UNESCO a dit, c'est qu'il faut avoir des institutions, des législations, des réglementations qui encadrent le développement de technologies avec notre principe humain. Ça veut dire le respect et la promotion des droits humains et la dignité humaine. Ça veut dire, on l'écoutait, la question de l'alignation avec notre objectif de changement climatique. Ça veut dire l'inclusion, et ça c'est important, Mélanie l'a dit, nous avons lancé cette Women for Ethical AI parce que ce sont simplement 13% de femmes qui développent des analyses liées à l'intelligence artificielle, et ça, c'est 20%, 25% qui sont liés à l'industrie. Ce sont deux pays qui produisent 80% de tous les développements. 60% c'est les États-Unis, 20% c'est la Chine. Et donc, il faut simplement se questionner quel type de diversité culturelle, quel type de diversité de la vie on a. Si toutes les équipes, ce sont des hommes qui parlent certains langages, nothing wrong with that, mais que ce sont simplement des pays très concentrés. Si les développements sont informés simplement pour des considérations commerciales et de maximisation des profits, ça c'est la question. Et je pense que l'appel que nous faisons à l'UNESCO, c'est d'avoir le développement de technologies qui nous aident à résoudre nos problèmes et qui ne créent plus de problèmes. Et alors maintenant, on a cette question qui est vraiment importante. Est-ce que nous sommes dans une situation où on n'a plus de problèmes ou on résout le problème? Et ça, c'est une réflexion éthique. Parce qu'il y a beaucoup des objectifs qui peut-être peuvent se confronter, et ce ne sont pas des objectifs mauvais. Si on veut défendre la privacité des données, peut-être on ne peut pas être très représentatif, non? Il y a toujours ce type de questions qui se contredisent. Et d'un autre côté, je pense que si nous ne faisons pas cette réflexion, ce qui peut nous arriver, c'est de voir tout noir, non?
Oh mon Dieu, mais c'est la discrimination. Oh mon Dieu, mais chaque fois, on ne sait pas comment est-ce que ça se passe. Et maintenant, on change la relation entre l'apprentissage avec ChatGPT. Et après, nous ne savons pas qui font les décisions sur le recrutement, sur le financement. Est-ce que je sais quand une décision a été prise par un algorithme? Est-ce que je sais que cet algorithme a été prouvé avec un encadrement éthique? Non. Et nous oublions l'autre côté que c'est magnifique. Et c'est ça que notre vie devient plus facile, plus confortable, et après, avec des solutions incroyables sur les changements climatiques, sur l'administration du système d'alimentation, sur la pauvreté. Il y a des solutions que l'intelligence artificielle peut nous donner que je pense qu'il ne faut pas oublier, mais si ce qu'on regarde dans les résultats chaque fois, c'est la discrimination, c'est le manque de représentation, ce sont des développements qu'on entend que ça discrimine les femmes, ça discrimine les hommes noirs, ça discrimine... Ça nous porte dans une vision qui est pas très positif. Et donc, je pense que cette réflexion, c'est très important. Et c'est très important de le faire aujourd'hui, parce que c'est le 10e anniversaire, non? De l'Institut de la recherche technologie Système X. Je vous félicite. Et je suis très, très honorée de porter cette dimension. Ce n'est pas seulement qui est une technologie. Et il y a beaucoup de types d'intelligence artificielle, bien sûr. On parle de machine learning, mais aussi on parle de systèmes statistiques, on parle de toute cette AI autogénérative. Mais ce n'est pas seulement la disruption qui est partout nos vies quotidiennes, même dans la voiture, ici, avec cette... mais c'est vraiment, vraiment dans une vitesse que ce n'est pas comparable avec les autres révolutions technologiques. On a eu des informations, la révolution, par exemple, de l'énergie, de l'électricité. Ils ont pris 50 ans pour que l'électricité arrive à 25% de la population des États-Unis. 50 ans. La téléphonie, c'était 25 ans. La télévision, 15 ans. Celui-ci, c'était 4 ans. Et après, chaque 6 mois, il change. Il devient plus puissant. Et donc, la disruption au niveau de notre marché de travail, au niveau de l'apprentissage, au niveau de notre vie quotidienne, ce n'est pas seulement qui est vraiment disruptif, mais qui est vraiment rapide. Nous avons cet indice sur la IA de Stanford. Les investissements privés dans la technologie de AI ont totalisé environ 93 milliards de dollars en 2021, plus de double qu'en 2020. Et ça continue, ça accélère. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on organise notre propre management de ce type de système. Il y a eu aussi une accélération avec le Covid. Et je pense que ça c'est très important de le remarquer parce que si c'était rapide, après le Covid, avec le going digital, après tout le télétravail et toute l'information qui a été relevée pour contrôler la pandémie, et ça a accéléré significativement. Et donc, la réflexion éthique a vraiment devenu urgente. Et à l'UNESCO, 2018, Madame Azoulay, elle a dit si nous travaillons l'éthique de la technologie, pourquoi pas on travaille l'éthique de l'intelligence artificielle? Et on l'a fait. J'ai passé 20 années de ma vie à l'OCDE. J'étais la chief of staff, je ne sais pas. J'arrive à l'UNESCO, l'OCDE, 38 pays, bien organisés, non, très haut niveau. J'arrive à l'UNESCO, 93 pays de tous les niveaux, de tous les pensées. Et donc, je me trouve dans ce devoir de développer cette recommandation. J'ai eu le soutien de 24 experts, et c'est ça, je pense, la force de cet instrument,
que ce n'était pas développé seulement par des ingénieurs, avec tous mes respects pour les ingénieurs dans la salle. Ce n'était pas seulement les économistes, ce n'était pas seulement les geeks. Il y avait des historiens, il y avait des philosophes, il y avait des psychologues, il y avait une multidisciplinarité. Et je pense que si cette technologie nous touche à tous, à tout type de vie que nous avons, il faut avoir cette multidisciplinarité. Et donc, nous avons fini avec un document qui est vraiment solide, parce qu'il porte une définition très claire. L'intelligence artificielle, bien sûr, on n'a pas essayé vraiment de l'encadrer parce que ça évolutionne, mais c'est le pouvoir analytique des ordinateurs et c'est lié avec les données et les algorithmes. Mais la définition principale, c'était il faut se questionner tout le temps si les développements vont protéger et promouvoir les droits humains et la dignité humaine. Et ça, on le sait, ça c'est le Litmus test. Il faut se demander si les résultats de cette technologie, n'importe quel type de technologie, ça doit être lié à l'intelligence artificielle, si ça nous aide à construire des sociétés plus inclusives, si ça nous aide à réduire les écarts entre ceux qui l'ont tous et ceux qui n'ont rien. Et des fois, la réponse, ce n'est pas positive. Parce que nous avons aujourd'hui la moitié de la population mondiale qui n'est pas connectée à Internet. Et même ceux qui sont connectés n'ont pas les capacités pour l'utiliser. Même avec tout l'effort qu'on peut faire pour arriver à délivrer les connexions, les broadband, et ce ne sont pas toutes les personnes qui peuvent l'utiliser. Et donc, nous avons dit ça, c'est les valeurs, non ? De vivre dans des sociétés pacifiques, inclusives. Mais après, ça c'est bien, comme une déclaration, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, nous avons développé les principes, la transparence, l'équité, la explainabilité qu'on a commenté, et la privacité, the rule of law, l'état de droit. Et après, on a fait les politiques. Parce que pour nous, si tout ce type de considérations ne sont pas transférés dans la définition de politique pour un pays membre, ça ne marche pas. Bien sûr que c'est une recommandation pour tous ceux qui sont intéressés dans le sujet, mais c'est surtout pour les pays membres. Pour les pays membres qui doivent se doter de la capacité légale, régulatoire, institutionnelle, des compétences de fonctionnaires publics pour régler les choses et pour avoir cette conception de comment est-ce qu'on peut avoir un cadre vraiment solide qui permette l'innovation, qui ne se constitue pas dans une charge énorme pour les secteurs privés. Et donc, nous avons fini pour développer cette politique. Et nous avons un outil que c'est le Readiness Assessment, et je vous invite, c'est comme un diagnostic qu'on fait parce que les capacités des 193 pays se sont si différentes. Il faut regarder où est chaque membre. En Europe, bien sûr, on a les directives de la Commission européenne. Il faut simplement avancer à la mise en œuvre. Mais aux États-Unis, on discute, non? Il y a un Bill of Rights, mais on n'a pas avancé vraiment à faire la définition de la réglementation. Dans les autres pays, il y a beaucoup de contrastes. Et donc, nous devons savoir où ce sont les pays et comment est-ce qu'on peut vraiment développer des soutiens concrets à chacun de ces besoins. Et nous sommes maintenant avec 40 pays. Nous travaillons avec la Commission européenne, avec Patrick McGovern Foundation, avec le Japon, l'Agence de coopération japonaise, pour faire ce diagnostic avec 40 pays dans l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Et nous avancerons à recommander des questions très, très précises qu'il faut développer avec les contextes, avec l'histoire, avec les profils des pays, quoi, son système légal, tout ça. Et nous pensons que ça va nous aider vraiment à encadrer ce développement d'une manière éthique. Et j'espère que comme ça, nous aurons la soutenabilité, l'inclusivité, fairness, non, la justice, et que le développement de ces technologies nous aide à construire un monde plus juste
et pas comme je dis, à ouvrir les écarts. Et donc, félicitations pour cette réflexion. Nous sommes à Paris, c'est incroyable, hein. Nous sommes dans la même ville, il faut travailler plus ensemble, parce que maintenant, nous n'avons pas toutes les réponses à l'UNESCO, et c'est bien, parce que nous méfions de ceux qui ont toutes les réponses. Mais nous avons besoin de tout vous, que vous vous engagez, que vous portez votre connaissance. L'Institut, c'est très important pour nous. Avec Mélanie, on a vraiment pensé à beaucoup de projets ensemble. Et je pense que ça sera très bien de joindre force avec cet esprit de vraiment essayer que les technologies servent à l'humanité et pas de notre sang. C'est ça mon message, mon cher Mélanie, ma chère Mélanie. Et je ne sais pas si c'est parfait. OK. Merci beaucoup.